Eh bien, merci Olivier d'avoir dégagé du temps pour te prêter au jeu de cette interview. Écoute, Avec dans un plaisir. premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, alors, moi je suis médecin psychiatre au départ. Parce que j'ai été formé par des études médicales très matérialistes. Je dis ça parce que c'est important après pour le reste. Et je me suis vite au départ intéressé aux différentes formes de psychothérapie. Donc, les psychothérapies classiques, psychanalyse, thérapie systémique, gestalt thérapie, thérapie comportementale et cognitive. Et puis, sûrement d'autres, j'oublie. Et je me suis intéressé surtout à la façon de les intégrer pour qu'elles se mettent au service du patient et non pas que le patient s'adapte à chaque forme de psychothérapie. Donc, c'était l'approche intégrative éclectique en psychothérapie. Et après, des expériences spirituelles non recherchées, spontanées, par exemple lors de ma formation en hypnose ou lors de ma formation en EMDR, ou, ou spontanées, ou après, plus tard, assistées par les psychédéliques ou par le chamanisme, m'ont amené à un revirement complet, c'est-à-dire à prendre en compte non pas le modèle freudien, mais le modèle de la conscience qui est première, qui est à l'origine de tout dans l'univers et qui s'exprime sous forme filtrée de petites consciences à travers notre ego, mais qui est bien plus grande que nous et qui a des propriétés très intéressantes pour la guérison, pour le bien-être, pour le développement personnel, spirituel. Au départ, par exemple, je me suis intéressé aux thérapies comportementales et cognitives des patients psychotiques chroniques ou directement aux psychothérapie cognitive psychotique, ce qui était dans un milieu psychanalytique hospitalier un blasphème presque. Après, assez vite, je me suis intéressé à l'intégration et l'éclectisme en psychothérapie, alors qu'on dit oh non, non, il faut garder l'or pur de la psychanalyse, il ne faut surtout pas mélanger parce que c'est une démarche un peu de toute puissance narcissique. Pas du tout. Les Américains s'y mettaient depuis très longtemps et plein d'autres thérapeutes, et c'est très intéressant. Puis après, quand j'ai commencé à explorer les états modifiés de conscience, j'ai parlé d'hypnose et de MDR dans mes formations, mais j'ai aussi acquis d'autres techniques de travail en état modifié de conscience. Et j'ai vu toute leur puissance et tout leur intérêt. Et que c'était même une sorte de hiérarchie, c'est-à-dire que la petite conscience, elle avait que des ressources limitées. Elle pouvait avoir accès qu'à des informations parcellaires. Et elle ne peut pas tout porter elle-même, le petit moi, le petit ego. Et il ne s'agit pas seulement de l'aménager, de l'assouplir, de le fluidifier, mais aussi de l'ouvrir à ce qu'il le nourrit vraiment, le ressource vraiment, c'est-à-dire la grande conscience de départ. Donc c'est un virage à 360, non pas 360, parce que si on revient au même endroit, à 180 degrés par rapport à ma formation matérialiste classique, parce que j'avais aussi fait des diplômes d'études universitaires en neurosciences, j'avais fait un diplôme de neurophysiologie, de neuroanatomie, des statistiques médicales appliquées à la recherche clinique, enfin bref, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour être le parfait médecin-chercheur universitaire classique. Et puis voilà, la vie a fait que j'ai fait des rencontres qui m'ont dit tiens, ben, essaye ça, tu verras. Ou Ben, c'est tiens, ça moi, qui est ça me... atypique justement dans ton parcours, parce qu'en tant que psychiatre, on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir en face de soi des psychiatres qui ont une démarche spirituelle et qui s'intéressent à la conscience, non pas à l'inconscient, effectivement. Tu citais l'école freudienne, mais toi, tu vas plus loin, tu t'intéresses à la conscience. Donc, il y a une grande notion spirituelle dans ton approche quand même. Oui, voilà, moi au départ, je ne suis pas spécialement affilié à quelques groupes religieux ou spirituels que ce soit. Hein. C'est venu, entre guillemets par hasard, bien sûr, ça n'existe pas, mais c'est venu parce que simplement, j'ai toujours eu un esprit ouvert à la diversité, aux méthodes non conventionnelles. Je me méfie de ce qui est normé, bien dans le moule, puis qu'il faut faire comme on a dit, parce que sinon, si on défie l'autorité, ça ira pas, etc. Enfin, j'ai toujours eu un esprit un peu rebelle, peut-être. Euh, et donc, mais je pense pas qu'il y ait que ça qui est joué, parce que j'ai aussi, depuis l'enfance, une ouverture, on va dire, spontanée spirituelle. Par exemple, quand j'étais petit, quand j'allais à l'église, c'était un état presque extatique, quoi. Enfin, moi, le Christ, c'est une figure qui me parle beaucoup. Mais pour autant, j'y allais parce que mon père y allait, mais après, je suis plus allé, puis, puis je n'appartenais à aucun groupe religieux que ce soit. Donc, c'est intéressant qu'effectivement, ce soit venu sans être recherché. C'est venu me chercher. Et puis, moi, je fais toujours pas, bien sûr, partie d'une religion particulière. Pour moi, la conscience, elle se traduit dans toutes les branches mystiques de toutes les religions. Les branches mystiques se ressemblent beaucoup plus que les branches, on va dire, religieuses orthodoxes. Enfin, orthodoxes, c'est-à-dire, dans chaque religion, il y a un aspect mystique, puis il y a un aspect grand public, on va dire. Ben, l'aspect grand public, c'est sûr qu'elles ne se ressemblent pas, elles ont toutes des rites, des interdictions, enfin bref, des prières particulières.
des façons de comprendre et de concevoir Dieu ou les forces du mal ou ce que tu veux, alors que la spiritualité, les branches mystiques, elles sortent toutes parce que ce sont des êtres particuliers qui ont fait cette expérience directement, sans passer par l'intermédiaire d'un dogme, d'un prêtre, de l'homme qui a vu l'ours. Donc, c'est une inspiration directe par la conscience. Et c'est pour ça qu'elles se ressemblent toutes. Et quand tu as des expériences mystiques, que ce soit dans le chamanisme, que ce soit lors de la mort, lors des expériences de mort imminente, que ce soit avec des psychédéliques, que ce soit lors d'une méditation ou du yoga, que la conscience peut s'ouvrir brutalement, les phénomènes sont les mêmes, sont universels. Ils ne dépendent pas de la voie. C'est comme si on dit toutes les voies mènent à Rome. Là, c'est toutes les voies peuvent un jour mener à la grande conscience, c'est-à-dire à la dissolution de l'ego, du petit moi, et à l'union avec le tout. Ça, c'est l'expérience mystique par excellence, mais qu'on retrouve de manière universelle, quelles que soient les méthodes utilisées. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Ça veut dire que ça ne dépend pas de préconception, d'attente, de croyances particulières. C'est vraiment quelque chose qui est ontogénétiquement existant, enfin primaire, primordial, à la source de tout. Alors, pour nos éditeurs qui ne sont pas forcément initiés, comment tu pourrais Oui. définir les états modifiés de conscience? Alors, moi, je n'aime pas le terme état modifié de conscience. Je dirais état élargi de conscience. Parce qu'on fonctionne dans un état rétréci de conscience. On aime bien dire, en citant Bergson, puis après, plus tard, Aldous Huxley, que le cerveau, c'est une valve de réduction, c'est-à-dire c'est un outil de filtration. Moi, je dirais plus que le cerveau, les différents corps que l'on a. Mais ça, je ne voudrais pas rentrer là-dedans, c'est un peu complexe, mais le corps éthérique, émotionnel, mental, spirituel, ce sont des filtres pour la grande conscience qui prend une certaine coloration, une certaine connotation, qui est limitée ou au contraire amplifiée. Donc, on est habituellement dans un état rétréci, avec un accès faible débit à la conscience, avec un grand C majuscule. Notre petite conscience, c'est le reflet de la grande conscience qui a été attirée, entrappée et presque hypnotisée par les structures de l'ego, quoi, par les corps mentaux, émotionnels et les corps physiques. Mais elle existe toujours bien au-delà, bien sûr, de tout ça. C'est qu'une petite partie, c'est comme un tourbillon d'eau. Le tourbillon, avec les parois qui s'auto-reflètent, c'est l'ego, mais il vient d'une grande étendue d'eau qui est la grande conscience. Donc, je dis, en fait, ce sont des états élargis bien souvent. Alors, bien sûr qu'on peut avoir ce qu'on appelle des stupéfiants, l'alcool, ou alors qui rétrécit, ou l'opium, qui rétrécit en assourdissant, en embrumant, ou alors, paradoxalement, c'est un rétrécissement, amphétamine, cocaïne, c'est-à-dire même si ça s'accélère que dans un certain sens et ça brouille le reste. Donc, ça connecte pas la conscience. Mais les psychédéliques, par exemple, ça veut dire justement qu'ils élargissent la conscience. Donc, la conscience, elle peut être rétrécie en état ordinaire, ou elle peut s'ouvrir, se connecter, s'élargir à la plus grande conscience. Et là, c'est ce qu'on appelle les états modifiés de conscience, mais moi que j'appelle ça état élargi de conscience. D'accord.